Bonjour à tous, je suis Franck Boyer, professeur à l'université Paul Sabatier à Toulouse, et je vais donc vous présenter un cours sur la contrôlabilité des systèmes paraboliques discrétisés. Ce cours aura évidemment un certain nombre de points communs avec le cours de Manolo González Burgos, et un certain nombre de notions seront probablement présentées dans les deux cours, peut-être de façon un tout petit peu différente, ce qui n'est pas un problème en soi. Évidemment, le format particulier de cette école rend un peu difficile de bien se coordonner, mais je pense que les deux cours sont complètement complémentaires. Alors, durant le cours, je vais essayer de préciser certains points dont je ne ferai pas de démonstration détaillée et que je laisserai en exercice. Donc, vous pourrez les chercher tranquillement chez vous. Évidemment, on pourra en discuter si vous avez des questions, par exemple à travers le chat Zulib qui a été mis en place. Je ne donnerai pas forcément de façon très exhaustive des références pour des questions de temps et de place. Donc, je pourrais là aussi compléter si nécessaire dans une discussion dans le chat, si vous avez besoin de références particulières sur un point donné. Et donc à la fin du cours, on essaiera de mettre en place en Python un ou deux programmes qui permettront de résoudre les problèmes de contrôle, certains problèmes de contrôle dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais donc j'y reviendrai tout à la fin. Ok, donc c'est parti. Voici le menu en quelques mots. Donc je vais essayer de faire une introduction un petit peu sur la contrôlabilité des systèmes paraboliques en général et les problématiques liées à la discrétisation d'autre part. Ensuite, dans une deuxième partie, je parlerai de la méthode dite Hilbert Uniqueness Method, donc HUM. En général, on utilise cet acronyme. Et en particulier dans sa version pénalisée. Et j'essaierai de vous expliquer par la suite pourquoi c'est au cœur des méthodes numériques que je vais présenter dans les parties suivantes. Dans la partie 3, donc, il s'agira justement de mettre en œuvre cette approche HUM dans un cadre discret. Et donc là, ce sera un peu, disons, des considérations générales sur qu'est-ce que c'est la bonne définition de la contrôlabilité à zéro, par exemple, d'un problème parabolique discrétisé. Et dans les parties qui suivent, en particulier la partie 4 et la partie 6, il s'agira d'étudier des cas particuliers, des exemples, et de mettre en place les outils qui permettent de démontrer qu'effectivement, on a les propriétés souhaitées. Et puis, il y aura un certain nombre d'illustrations numériques, donc dans la partie 5 et puis dans la partie 6.4. Alors, l'introduction. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la contrôlabilité d'un système dynamique? Donc, ça, c'est très général. Donc, je prends ici un système dynamique qui pourrait être une équation différentielle ordinaire ou une équation d'arrêt partielle d'évolution. Y' égale grand F de T, de Y et de V. Dans tout le cours, Y sera l'état du système. Y à l'instant T sera donc l'état. Donc si c'est une équadif, Y habitera dans un espace de dimension finie. Si c'est une EDP, il habitera dans un espace fonctionnel adéquat. La quantité V sera le contrôle, donc qui dépend du temps. Alors selon la littérature que vous lisez, ça peut s'appeler l'input, la commande. Bref, c'est l'action de l'utilisateur sur le système. Et donc, tout le but de la théorie du contrôle, c'est essentiellement comment déterminer V pour que la solution Y du système ait un certain comportement. Donc, après, il faut préciser exactement ce qu'on entend par là. Donc, bien sûr, il y a beaucoup d'exemples où ce type de problématiques apparaissent naturellement. J'ai cité ici quelques-uns. Donc, dans ce cours, on s'intéressera à des questions de contrôlabilité. Et je vais essayer de vous expliquer de quoi il s'agit. Donc, je me donne une donnée initiale Y0. C'est le dessin qui est ici en bas à droite. Et puis un temps grand T positif. Donc si je prends le contrôle V égale à 0, je ne fais rien sur le système, eh bien la solution Y du système S est donnée par cette courbe noire ici. C'est une trajectoire du système. Alors première question de contrôlabilité que je peux me poser, c'est la question de la contrôlabilité exacte. Étant donné une cible YT que je m'étais prescrite à l'avance, est-il possible de trouver un contrôle V qui va amener le système S de la donnée initiale Y0, la même que tout à l'heure, à la valeur YT que j'ai choisie à l'instant T. Donc ça, c'est de la contrôlabilité exacte. C'est une première question qu'on peut se poser.
Deuxième question un peu plus faible, un peu plus facile à résoudre, la contrôlabilité approchée. Étant donné une cible YT et une tolérance epsilon que je me prescris, est-il possible de trouver un contrôle qui amène la solution Y à l'instant grand T proche de la cible YT à epsilon près? Évidemment, ce contrôle, s'il existe, dépendra de epsilon. Et il est tout à fait possible que quand epsilon tend vers 0, le contrôle de epsilon explose. Probablement, si c'est le cas, c'est que il est très vraisemblable que la contrôlabilité exacte soit fausse. En revanche, si le contrôle V epsilon est borné, on peut espérer qu'on puisse atteindre exactement YT par une sorte de processus de passage à la limite. Troisième question possible, la question de la contrôlabilité aux trajectoires. Donc vous prenez votre trajectoire initiale partant d'Y0 pour le contrôle nul, celle de tout à l'heure, et puis maintenant je prends une nouvelle donnée initiale Y0 chapeau, et un contrôle V chapeau, et j'obtiens une trajectoire Y chapeau, donc qui est la deuxième trajectoire ici. Et donc maintenant, je vais me poser la question suivante. Est-il possible, à partir d'Y0, de trouver un nouveau contrôle V qui amène la solution de Y0, qui était ici, jusqu'à Y chapeau de grand T, qui était là. Donc, jusqu'à la même valeur à l'instant grand T que l'autre trajectoire de référence. Alors, il se trouve que quand le système est linéaire, le système S est linéaire, vous voyez qu'on peut soustraire deux trajectoires. Et donc, en fait, cette question de contrôlabilité aux trajectoires est en fait, dans ce cas-là, équivalente à la question de la contrôlabilité à 0. Donc, la contrôlabilité à 0, je ne l'ai pas définie, mais comprenez bien qu'il s'agit d'amener la solution à l'état particulier 0. Donc, c'est une sorte de contrôlabilité exacte pour une cible très particulière qui est la cible 0. Évidemment, la cible 0 est particulière parce que le système est linéaire. Donc 0 a un statut particulier pour les systèmes linéaires. Si le système est non linéaire, la contrôlabilité à 0 n'a pas vraiment de sens. Donc voilà les différents types de notions de contrôlabilité qu'on peut avoir pour un système dynamique. Et alors si maintenant je m'intéresse à des systèmes discrétisés, alors voilà ce qui se passe. Donc ce que j'ai dessiné ici, peut-être je peux faire un zoom, c'est donc la trajectoire en noir du système différentiel, disons, pour le contrôle nul. Et j'ai dessiné en bleu et rouge deux trajectoires du système discrétisé. Donc je n'ai pas dit comment je discrétisais pour l'instant. On va imaginer que c'est par exemple une discrétisation de l'air d'une équation différentielle. Donc vous voyez que la trajectoire bleue est plus précise que la trajectoire rouge parce que j'ai plus de points de discrétisation. J'ai essentiellement 2 fois plus de points dans la trajectoire bleue. Et là, pour l'instant, je prends toujours le contrôle nul. Donc, ce que j'ai essayé d'afficher ici, c'est le fait que, eh bien, si je prends le contrôle nul et je résous mon équation différentielle ordinaire de façon approchée par le schéma de l'air, évidemment, je ne vais pas tomber exactement sur la valeur de y de t, parce qu'il y a l'erreur de discrétisation, mais je vais tomber sur une valeur ici en rouge ou en bleu qui va converger quand le pas du maillage va tendre vers 0 vers la valeur y de t de la solution exacte. Donc ça, c'est juste la convergence de mon schéma numérique. Donc maintenant, la question, c'est quelle est la bonne question de contrôlabilité pour ce type de schéma. Donc la bonne question, j'ai essayé de l'exprimer ici. Étant donné un schéma de discrétisation S indice H du problème S, est-ce que je peux trouver une famille de contrôles discrétisés, VH, telle que la cible à l'instant T obtenue en résolvant le système discret pour le contrôle discret VH converge quand H tend vers 0 vers la cible YT. Et bien sûr, il faut que je sois capable de faire ça avec une famille de contrôles qui soit bornée. Parce que si je suis capable de faire ça, mais que la famille de contrôle explose quand le paramètre H tend vers 0, eh bien probablement je suis en train de faire quelque chose qui a peu de rapport avec la contrôlabilité du système initial, du système continu. Donc ça ressemblerait à quelque chose comme ça. J'ai envie de pouvoir trouver des contrôles VH, tels que la trajectoire contrôlée discrète rouge, puis la bleue, puis etc., convergent in fine vers YT, tout en ayant construit des contrôles discrétisés bornés. Donc c'est très important de comprendre ça, parce qu'il est tout à fait possible que pour toute valeur du paramètre H, le système discrétisé soit contrôlable, en un certain sens, mais que par contre, plus je raffine, plus le contrôle va exploser. Et à ce moment-là, ça ne me dit rien sur la contrôlabilité du système final.
Alors, je vais introduire un peu le cadre qui va être l'objet de l'étude dans tout ce cours. C'est un slide un peu technique, mais bon, ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est l'encadré rouge qui est ici. Donc, le système S que je vais étudier, dans quasiment tout ce cours, aura la forme suivante. Donc, c'est des systèmes linéaires et invariants par rapport au temps. Donc, les coefficients des opérateurs qui interviennent ne dépendent pas du temps. Bon, une partie des résultats que je vais énoncer sont encore valables si les coefficients dépendent du temps, mais je ne vais pas me concentrer là-dessus. Donc, il faut voir ça, basiquement, on peut voir ça comme une espèce d'équation différentielle à valeur dans un espace fonctionnel de dimension infinie. Donc A, ça va être l'opérateur, disons, elliptique qui va piloter la dynamique. Et puis B, le B rond, ce sera l'opérateur de contrôle. Alors, si je précise un tout petit peu, l'espace d'état dans lequel tout ça va avoir lieu, je vais l'appeler grand E. Donc pour l'équation de la chaleur, par exemple, il faut imaginer que grand E, c'est L2 de oméga. L'espace de contrôle s'appellera grand U. Donc je préciserai un tout petit peu dans la suite quel type d'espace de contrôle on va regarder. A, donc ça va être l'opérateur elliptique sous-jacent. Il est choisi pour que moins A génère un semi-groupe analytique dans E. Donc c'est ça la traduction de être parabolique en un certain sens. Donc il faut imaginer A, c'est moins laplacien, avec condition de Dirichlet par exemple. Ce sera typiquement ce qu'on va faire dans la suite. B ronde, ce sera donc un opérateur de contrôle qui a un contrôle qui habite dans l'espace grand U, associé à un élément de l'espace dual du domaine de l'adjoint de l'opérateur A. Donc ça, c'est un tout petit peu compliqué. On peut très bien imaginer que B va de U dans E, l'espace d'état, ce qui est la solution, la situation, disons, la plus simple. Alors, pourquoi on a besoin de cette forme de généralité-là? Ce sera pour pouvoir étudier les problématiques de contrôle au bord. Je n'ai pas très envie maintenant de rentrer dans ce détail. Ce qui est important de comprendre, c'est que cet opérateur B défini avec ce niveau de généralité-là, on va lui demander une condition de compatibilité et régularité que je vais afficher là maintenant. Donc vous voyez, donc ce qu'on demande, c'est que pour toute étape psi dans le domaine de l'adjoint, alors bien sûr, si psi dans le domaine de l'adjoint, le semi-groupe exponentiel moins ta étoile psi est parfaitement défini. Ça définit un élément pour tout t du domaine de l'adjoint. Je peux donc lui appliquer B étoile, puisque B va de U dans D2 étoile prime, donc B étoile va de D2 étoile dans U, par dualité. Donc ça, c'est bien un élément de U, et il appartient à L2 de 0TU, sans aucune difficulté. Donc ça, cette première partie, elle est toujours vraie si psi est dans D2 étoile. En revanche, ce que je demande, c'est que la norme L2 de cette quantité, L2 en temps, à valeur dans U, soit contrôlée par la norme de psi dans l'espace E, dans le gros espace, pas dans la norme du domaine, la norme du graphe. Donc c'est cette propriété-là qu'on peut voir comme une propriété de régularité de l'opérateur B étoile vis-à-vis du semi-groupe, qui est utile pour pouvoir définir dans la suite la solution. Alors, si toutes ces propriétés sont vraies, il faut que je vous dise comment sont définies les solutions de ce système rouge, là, système S. Donc, la définition qu'on adopte, c'est une définition en un sens, disons, faible, dual, qui est la suivante. Donc, si je me prends une donnée initiale Y0 dans l'espace E, un V dans L2 de 0TU, alors il existe une unique solution du problème S au sens suivant. D'abord, cette solution, elle va être continue en temps à valeur dans l'espace E. Elle va évidemment vérifier CY à l'instant 0 vaut Y0. Et puis, la vision qu'on a de ce système, c'est je multiplie le système S par la solution du problème adjoint. Donc, la solution du problème adjoint, c'est cette quantité-là. D'accord? Et alors, si je multiplie formellement la solution, une éventuelle solution de S par la solution du problème adjoint, et que je fais un certain nombre d'intégrations par partie, j'arrive à cette formule qui est écrite ici. Donc ça, je peux vous laisser éventuellement en exercice de vérifier que formellement, si j'ai une solution, formellement ça veut dire sans m'occuper de donner un sens au calcul, formellement, si je prends une solution du système S que je multiplie par la quantité exponentielle moins t moins s à étoile psi, que j'intègre entre 0 et t, je vais bien obtenir cette égalité. Donc, ça c'était formel. Maintenant, je dis que j'adopte cette égalité comme définition de la solution du système S. Donc ce théorème n'est pas très difficile, vous pouvez trouver sa preuve dans le livre de Jean-Michel Coron par exemple, Control and Non-Linearity.
C'est essentiellement une application du théorème de représentation de risque. Donc à partir de maintenant, la solution du problème contrôlé sera définie en ce sens-là. Et la quantité qui va m'intéresser, c'est la solution à l'instant grand T de ce système que je vais noter maintenant L indice T, L ronde indice T, associé au contrôle V à la donnée initiale Y0. Donc, cette notation va servir pour désigner la valeur à l'instant T de la solution Y du système pour le contrôle V et la donnée Y0. Donc maintenant, comment on peut reformuler les questions de contrôlabilité avec ces notations? Donc, étant donné un nombre delta positif ou nul, je vais appeler adm de y0 de delta l'ensemble des contrôles admissibles, c'est-à-dire l'ensemble des contrôles V, tels que la solution à l'instant T du système pour ce contrôle et cette donnée initiale soit en norme plus petite que delta. Avec cette notation, je peux reformuler les deux questions qu'on s'est posées tout à l'heure. Tout d'abord, la question de la contrôlabilité approchée à partir de la donnée initiale y0. Et cette question est juste de savoir si cet ensemble est non vide pour tout delta strictement positif. Si pour tout delta strictement positif, cet ensemble est non vide, c'est bien que je peux m'approcher de 0 aussi proche que je veux. Et la question de la contrôlabilité à 0 devient, est-ce que pour delta égale à 0, cet ensemble est non vide? Si delta égale à 0, c'est bien que je suis arrivé à la cible nulle à l'instant de grand T. Alors, pourquoi je ne m'intéresse pas à la contrôlabilité exacte? Tout simplement parce que pour des équations paraboliques, en général, la contrôlabilité exacte n'a aucune chance d'être vraie. Et on peut comprendre ça en se rappelant qu'une équation parabolique a un effet régularisant très fort. Et donc vous voyez par exemple, on va le voir dans les exemples tout à l'heure, mais que si le contrôle ici BV n'agit pas dans l'intégralité du domaine oméga, eh bien la solution Y va être, à l'instant T, va être très régulière à l'extérieur du domaine où le contrôle agit. Parce que à l'extérieur du domaine où le contrôle agit, B fois V, ça sera 0, et le contrôle n'agit pas à cet endroit-là. Et donc, dans cette partie-là du domaine, la solution vérifie l'équation à chaleur sans second membre, et donc en particulier, elle est régularisée au cours du temps. Donc, on ne peut pas espérer atteindre des cibles qui soient très irrégulières. N'importe quel élément de L2 ne sera jamais atteint. Donc, en ce qui concerne les équations paraboliques, la bonne question, d'une certaine façon, c'est la question de la contrôlabilité à 0, qui est donc équivalente à la contrôlabilité aux trajectoires dans le cas linéaire. Alors voilà quelques exemples. Donc, dans le cas scalaire, c'est-à-dire si Y c'est une inconnue à valeur réelle, disons, l'exemple typique qui va rentrer dans le cadre qu'on va étudier, c'est l'équation de la chaleur contrôlée par ce qu'on appelle un contrôle distribué. Donc, c'est-à-dire j'ai l'équation de la chaleur et le contrôle agit ici comme un terme source, mais ce terme source n'agit que dans une partie du domaine, petit oméga, qui est donc un sous-ensemble strict de grand oméga. J'indique ici que si petit oméga c'est tout grand oméga, la question de la contrôlabilité devient essentiellement triviale. Là, je mets des conditions de Dirichlet homogène, on pourrait étudier d'autres cas. Et donc ici, l'opérateur B, et son adjoint, c'est simplement l'opérateur de restriction à petit oméga. C'est l'opérateur qui intervient ici. Si on veut faire du contrôle au bord pour cette même équation, donc cette fois, le terme source de l'équation c'est 0, et le contrôle apparaît comme une donnée de Dirichlet sur le bord, ou pareil, gamma 0, c'est un sous-ensemble strict du bord. Et cette fois, l'opérateur de contrôle B est assez délicat à définir proprement. En revanche, l'opérateur adjoint se définit plus facilement, et c'est la trace sur gamma 0 de la dérivée normale. Alors, la contrôlabilité de l'équation de la chaleur, ça remonte aux années 70 par Fattorini-Russell en dimension 1. Et puis, au milieu des années 90, il y a eu deux contributions majeures, celle de Lebow-Robiano et celle de Fursikov et Manuvilov, qui ont, donc ces deux articles ont montré la contrôlabilité de l'équation de la chaleur en dimension quelconque, dans le cadre distribué, par deux approches différentes. Et je mentionne aussi un travail d'Alessandrini et Scariazza, où essentiellement on baisse la régularité des coefficients. Alors, on s'intéressera aussi dans ce cours au système parabolique couplé.
donc Manolo aussi en parlera, où cette fois l'inconnu est un vecteur de Rn. Donc il y a plusieurs composantes. Il faut imaginer plusieurs équations paraboliques couplées entre elles. Donc ici, l'opérateur elliptique, c'est le Laplacien, c'est le même sur toutes les composantes, j'y reviendrai. Et la matrice ici C de T de X est une matrice de couplage. C'est une matrice qui couple toutes les composantes entre elles. Ici, c'est du contrôle distribué, donc le contrôle agit aussi sur un sous-domaine petit oméga de grand oméga. En revanche, ce qui est intéressant dans ce type de système, c'est d'étudier le cas où on a moins de contrôle que d'équations. Donc ici, le nombre de contrôles à la dimension de V, c'est petit m, qui est strictement plus petit que petit n. Donc le cas typique, c'est par exemple deux équations paraboliques couplées et un seul contrôle, qui agit par exemple dans la première équation. Et alors c'est intéressant parce que dans ce cas, si on veut espérer que l'ensemble du système soit contrôlé, eh bien il faut que la structure du terme de couplage ici fasse en sorte que le contrôle n'agissant que dans la première équation, ce soit le couplage qui serve d'une certaine façon de contrôle dans la seconde équation. Donc il y a un lien subtil entre le couplage et le contrôle. Donc grand B ici, c'est une matrice qui est là pour indiquer dans quelles équations du système le contrôle V, qui a M composantes, agit. Donc dans ce cas-là, l'adjoint de l'opérateur B ronde, c'est simplement l'indicatrice de petit oméga fois B étoile, la transposée de B. Et on peut faire pareil pour le contrôle bord. C'est le même système, sans terme source cette fois, et le contrôle agit à travers gamma 0 par le bord. Et là, cette fois, l'adjoint de l'opérateur de contrôle, dans ce cas précis, c'est la restriction à gamma 0 de l'opérateur de dérivée normale que je multiplie par B étoile, la transposée de la matrice B. Donc je renvoie là à un article de revue de Amar Kodja, Ben Abdallah, González Burgos et de Teresa en 2011, qui a bientôt 10 ans, mais qui contient quand même beaucoup d'informations sur l'état de l'art à l'époque sur ces systèmes. Plusieurs résultats ont été faits depuis, mais je pense que ce papier est un bon début pour apprendre un petit peu la zoologie de résultats qui existe sur ces systèmes et pourquoi la contrôlabilité de ces systèmes paraboliques avec moins de contrôle que d'équations est une question difficile. Alors maintenant, je rentre dans le vif du sujet de ce cours, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut dire sur l'analyse numérique de ces questions. Alors, on peut voir ça sous la forme de deux cas. Premier cas, on sait que le système de départ, le système S, le système non discrétisé, est contrôlable à 0 ou approximativement contrôlable. Donc maintenant, je me pose la question suivante. Si j'ai une discrétisation, alors une semi-discrétisation, c'est-à-dire uniquement en espace, S indice H de ce système, par une méthode numérique de mon choix, ou alors une discrétisation complète temps-espace S, H, delta T, est-ce que je suis capable de prouver que le système discrétisé ainsi obtenu est lui-même contrôlable? Et si oui, est-ce que ces contrôles sont uniformément bornés quand je raffine le pas de maillage et le pas de temps? Alors, si oui, bon, c'est très bien. Sinon, est-ce que il est possible de relaxer la définition de la contrôlabilité au niveau discret pour que, à la fin, j'obtienne des familles de contrôles bornés qui, à la limite, convergent vers un contrôle pour le système de départ. Alors là, se greffe une question, c'est qu'au niveau semi-discret, typiquement, c'est-à-dire si on a discrétisé uniquement en espace, le système ainsi obtenu devient une équation différentielle ordinaire, puisque la variable de temps n'a pas été discrétisée, la variable d'espace a été discrétisée, donc ça devient un système de dimension finie. Et donc là, on sait, je pense que Manolo en aura parlé, que là, dans ce cas précis, la contrôlabilité approchée, la contrôlabilité exacte, la contrôlabilité à zéro sont des notions équivalentes. En dimension finie, les trois notions sont indistinguables. Or, en dimension infinie, sur l'EDP, ces trois notions sont différentes. Donc, là, il se pose la question de savoir comment, au niveau discret, on va pouvoir distinguer les différentes notions de contrôlabilité de l'équation dérivée partielle de départ. Ça ne paraît pas complètement évident. Ensuite, il y a la question algorithmique, c'est-à-dire, imaginons que je sais démontrer que le système SH ou SH delta T est contrôlable et que tout va bien. Comment je fais pour calculer la solution du contrôle en question? Et en pratique, comment on fait? Et lié à tout ça, c'est comment, on verra que dans l'algorithme, il y aura des paramètres, comment on les relie aux paramètres de discrétisation H et delta T.
Alors, il y a des cas aussi intéressants, c'est qu'après tout, la simulation numérique peut servir à éclairer l'analyse théorique des systèmes. Et donc, il me semble qu'il est intéressant aussi d'utiliser l'outil numérique, même quand on ne sait pas si le système de départ est ou n'est pas contrôlable. Alors, une petite remarque pour finir. D'un point de vue numérique, quand on fait un calcul sur la machine, on fixe une donnée initiale. On se choisit une donnée initiale, on lance un calcul. Alors, souvent dans la littérature en contrôlabilité, les notions de contrôle, les preuves de contrôlabilité sont faites pour toute donnée initiale. C'est-à-dire, je prends un système S, je me demande si oui ou non il est contrôlable à 0 pour toute donnée initiale. Donc, je vais essayer de distinguer dans les slides qui viennent, de bien préciser qu'on va faire une analyse à donnée initiale fixée. Ce sera plus proche de ce qu'on va faire après dans le cadre discret. Alors, après cette introduction, je vais donc vous parler de la méthode HUM, et en particulier de la version pénalisée. Alors, qu'est-ce que c'est la méthode HUM? Je ne vais pas faire un cours sur la méthode HUM exhaustif. On peut voir ça comme l'idée de dire, voilà, un problème de contrôlabilité, c'est-à-dire un problème d'existence ou non d'un contrôle, peut se reformuler sous la forme d'un problème d'optimisation sous contrainte. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que il est assez facile de se convaincre que si un système, une EDP ou une équation différentielle est contrôlable, mettons à 0, eh bien, très vraisemblablement, il n'y a pas unicité du contrôle. C'est assez facile, à partir d'un contrôle, d'en construire plein d'autres. Et donc, pour essayer d'attraper un des contrôles, étant donné qu'on sait qu'il n'y a pas unicité, c'est peut-être une bonne idée d'essayer d'une certaine façon, de spécifier l'un d'entre eux. Et une façon de spécifier l'un d'entre eux, c'est de se dire, si des contrôles existent, on va essayer d'attraper celui qui minimise un certain critère, qu'on appellera le coût. C'est la fonction f que j'ai indiquée ici. Donc ici, on prend la norme L2 essentiellement au carré des contrôles. Donc parmi tous les contrôles, s'il en existe, on va essayer d'attraper celui de norme L2 minimale. Alors une fois qu'on a fait ça, on a introduit un problème d'optimisation, que je vais détailler dans la suite, mais et qui sera sous contrainte, parce que donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver le V exposant delta que j'ai mentionné ici, qui est, s'il existe, l'élément de l'ensemble des contrôles admissibles qui minimise F. Évidemment, pour l'instant, on ne sait pas si cet ensemble est vide ou pas. C'est une difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'habitude quand on a un problème d'optimisation sous contrainte? C'est une bonne idée de passer au problème dual. L'intérêt étant que le problème dual, en général, est un problème sans contrainte. Et donc, le problème dual sera possiblement plus simple à résoudre, puisqu'il n'y aura plus de contraintes. Évidemment, la complexité va se ressentir dans la fonctionnelle qu'on va minimiser. Mais, on sera sans contrainte. Alors, si on fait ça sauvagement, par exemple avec delta égale à 0, c'est-à-dire si on essaie vraiment de résoudre tout de suite le problème de contrôle à 0, et en essayant de résoudre ce problème de minimisation, de trouver parmi tous les contrôles à 0 possibles, celui de norme L2 minimale, et d'écrire la fonctionnelle duale, le problème adjoint de ce problème, alors on peut le faire, ça a été fait par Lyons, mais ce qu'on obtient, c'est un problème dual qui n'est pas coercif dans l'espace E, et pour le rendre coercif et pour le rendre résoluble, disons, il faut se placer dans un espace beaucoup plus gros, qui est un complété de E pour une bonne norme, et qui est un espace abstrait assez gros, très peu pratique à manipuler, c'est même pas un espace de distribution. Donc on obtient un problème dual vraiment peu particulier. Et en particulier, du point de vue de la discrétisation, on comprend bien que là, on rentre dans un domaine pas très catholique, c'est-à-dire on va pas réussir à avoir un espace sur lequel on va pouvoir faire de l'analyse numérique tranquillement. Alors, si on essaie de faire ça avec le problème de contrôlabilité approchée, c'est-à-dire avec un delta ici strictement positif. Cette fois, on relaxe un peu, on ne veut pas la contrôlabilité à 0, on veut la contrôlabilité approchée. Donc cette fois, c'est mieux, le problème dual, on peut l'écrire, hein, je ne vais pas le faire. Et bien coercif dans E, par contre, la fonctionnelle dual n'est pas régulière. Il y a essentiellement un terme en norme de l'état, et la norme n'est pas différenciable en 0. Donc cette fois, on obtient un problème adjoint bien coercif, mais non régulier, ce qui pose aussi un certain nombre de difficultés qu'on peut gérer, mais peut être utile de s'en passer. Et donc une troisième approche consiste à regarder la méthode HUM pénalisée.
C'est-à-dire que cette fois, donc on aimerait obtenir des contrôles qui amènent la solution du système à 0. Donc la solution du système, c'est la quantité qui est là, LT, V, Y0. On voudrait rendre ça nul. Et donc une façon de faire quand on a des contraintes comme ça dans un problème d'optimisation, c'est d'en tenir compte en pénalisant. Donc vous voyez, j'ai repris la fonctionnelle coût, là, 1 demi de l'intégrale de V carré, et on y ajoute 1 sur 2 epsilon fois la quantité qu'on aimerait arriver à rendre nulle. Donc ça donne une famille à un paramètre, le paramètre epsilon, de fonctionnel, et qui cette fois, on envisage de la minimiser sur tout l'espace L2 de 0 TU. D'accord? Donc on a considérablement simplifié les choses, il n'y a plus de contraintes, l'espace c'est l'espace tout entier. La fonctionnelle qui est là, elle est relativement sympathique puisqu'elle est quadratique. LT c'est une quantité qui est linéaire en V, donc ça c'est quadratique. Donc on obtient une fonctionnelle quadratique à minimiser sur l'espace entier, donc ça c'est une situation relativement confortable. Donc le problème devient, est-ce que je peux trouver un V indice epsilon qui minimise la fonctionnelle f epsilon sur l'espace L2 de 0 TU? Alors oui, on peut le faire. Et donc c'est l'objet de cette proposition. Pour tout epsilon, la fonctionnelle f epsilon est strictement coercive, strictement convexe, coercive, continue, et elle admet donc un unique minimiseur V indice epsilon. Alors très bien, on peut introduire le problème dual. Alors, soit on est savant, on connaît la théorie de dualité de Fencher-Rockefeller, et on arrive à la fonctionnelle J epsilon que je viens d'écrire ici. Soit on n'est pas obligé de connaître cette théorie de dualité. Je vous donne le résultat. Le problème dual, c'est le problème d'optimiser la fonctionnelle J epsilon qui est ici. Alors, dans un premier temps, vous pouvez me croire. Donc, cette fonctionnelle, contrairement à la première, est définie sur l'espace E, qui est un espace beaucoup plus petit que l'espace L2 de 0 TU. Ça, c'est un espace de fonction en temps en valeur d'un espace grand U. Ça, c'est l'espace juste, l'espace d'état. Le terme de pénalisation qui est ici se traduit, une fois passé au problème dual, par le terme qui est ici. Ce terme donne naissance à celui-ci dans la fonctionnelle duale. Et la donnée initiale qui était cachée dans le LTVY0 se retrouve ici dans la fonctionnelle duale, dans ce terme qui est linéaire en Q. Alors pour l'instant, je prends ça comme définition, et on a la proposition suivante. Pour tout epsilon, cette nouvelle fonctionnelle est également strictement convexe, continue, coercive. Elle admet un unique minimiseur que je vais appeler Q epsilon F. Et ça, c'est un élément de l'espace d'état. Donc ça fait deux très bons premiers exercices, si vous voulez vous entraîner. C'est assez facile, il y a juste à vérifier que ces fonctionnels ont les bonnes propriétés et appliquer des théories d'optimisation quadratique standard. Donc à ce stade, j'ai donc la fonctionnelle f epsilon, la fonctionnelle j epsilon. Je dis que chacune d'entre elles ont un unique minimiseur, respectivement v epsilon et q epsilon f. Et donc je vous ai vendu que la fonctionnelle j epsilon était la fonctionnelle duale du problème primal ci-dessus. Et vous n'étiez pas obligé de me croire, donc il y a un théorème qui dit ça. Une proposition. Donc voilà la proposition qui dit que eh bien, ces deux fonctionnels f epsilon et j epsilon et leurs minimiseurs respectifs ont des relations entre elles. Donc ça, si vous connaissez la théorie de Fencher-Rockefeller, c'est fait pour, disons. Mais en fait, on peut aussi le vérifier à la main dans cet exemple. Et c'est ce que je vous proposerai de faire. Donc pour tout epsilon, le minimiseur v epsilon de la fonctionnelle f epsilon et le minimiseur q epsilon f de la fonctionnelle j epsilon sont reliés. Et ils sont reliés comment? Eh bien, si vous prenez cette formule-là, vous prenez q epsilon f, le minimiseur de la fonctionnelle j, vous calculez le semi-groupe adjoint, vous appliquez le semi-groupe adjoint à q epsilon f, ça vous donne une fonction de t, et à cette fonction de t, vous appliquez l'opérateur b étoile, qu'on appelle l'opérateur d'observation, c'est-à-dire l'adjoint de l'opérateur de contrôle. Ça vous donne un v qui se trouve être exactement le v epsilon qui minimise la fonctionnelle f epsilon. Alors ça c'est une première chose. Et maintenant il y a une autre chose qu'on peut démontrer, c'est que si je prends ce v epsilon, que je calcule la solution à l'instant t de mon équation pour ce contrôle v epsilon et la donnée y0 que j'ai choisi, autrement dit si je calcule cette quantité là,
eh bien, c'est lié à l'état adjoint optimal que epsilon f. Et très exactement, la formule, c'est cette solution à l'instant t est exactement égale à moins epsilon fois l'état optimal que epsilon f. Et du coup, on peut aussi démontrer, dernière propriété, que la valeur de l'infimum de f epsilon, qui est donc f epsilon de v epsilon, puisque v epsilon c'est le minimiseur de f epsilon, eh bien c'est moins l'infimum de j. Et j epsilon, l'infimum de j epsilon, c'est j epsilon calculé en q epsilon f. Donc vous voyez, ces deux fonctionnels sont vraiment liés les unes aux autres, l'une à l'autre, et leurs minimiseurs respectifs sont liés par ce résultat. Alors j'ai fait une remarque en haut, c'est que tout ça est vrai sans aucune hypothèse sur les opérateurs A et B. À part les hypothèses, disons, structurelles qui font que le système est bien posé. Vous prenez n'importe quel opérateur A et B vérifiant les hypothèses du début, sans aucune hypothèse de contrôlabilité ou pas, on peut faire ce que je viens de faire. On peut introduire les fonctionnels pénalisés, trouver leur minimiseur et démontrer cette proposition. Donc je vous propose d'essayer de démontrer cette proposition-là en tant qu'exercice. Encore une fois, ce n'est pas bien difficile, il suffit de prendre les formules et de remplacer dans les fonctionnels, d'écrire les équations de L'Euler-Lagrange pour les minimiseurs et vérifier que ça fonctionne. C'est une preuve, disons, artisanale. On n'utilise pas la théorie générale de la dualité, mais qui est instructive. On fait les calculs et on voit que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on a fait ça? Donc, je vous rappelle, on est parti d'un système S avec un opérateur A, un opérateur B. On a construit deux fonctionnels avec des termes de pénalisation avec ce paramètre epsilon. On se demande maintenant comment je vais faire pour savoir si mon système de départ était contrôlable ou pas. Pardon. Alors en fait, on peut lire sur cette méthode HUM pénalisée, et plus exactement sur son comportement quand epsilon tend vers 0, si oui ou non le système de départ était contrôlable. Ça, c'est un théorème qui est un peu plus difficile que ceux d'avant, pas beaucoup plus. Et donc, ce qu'on peut démontrer, c'est que le système S dont je suis parti est approximativement contrôlable à partir de la donnée Y0, cette donnée-là précisément, si et seulement si la solution en l'instant t du système pour la donnée initiale Y0 et le contrôle V epsilon donné par la minimisation de la fonctionnelle HUM pénalisée que j'ai introduit juste avant, cette solution-là, tend vers 0. Donc si cette solution-là tend vers 0, c'est assez facile de voir que c'est approximativement contrôlable, puisque par définition, on peut rendre cette chose aussi petite que l'on veut. Cette partie-là de la preuve est simple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un si et seulement si. C'est une condition nécessaire insuffisante. Donc, vous ratez rien. Si vous construisez la fonctionnelle HUM pénalisée, vous la minimisez, vous regardez la solution à l'instant t. Si cette quantité-là tend vers 0, c'est contrôlable à 0. C'est approximativement contrôlable. Si elle ne tend pas vers 0, alors ce n'est pas approximativement contrôlable. De la même façon, on peut décider si le problème est contrôlable à 0 à partir de la donnée Y0 en regardant la valeur de l'infimum Alors, j'ai fait une bêtise. Excusez-moi, je reviens où j'en étais. Voilà. En regardant, je vais essayer de zoomer sur cette quantité. Voilà. Donc, vous regardez pour tout epsilon donné la valeur de l'infimum de la fonctionnelle, et puis vous vous demandez si, quand epsilon tend vers 0, est-ce que la valeur de cet infimum explose ou pas. Et donc, si la valeur de cet infimum, quand epsilon tend vers 0, est bornée, ce que j'ai résumé par le sup sur epsilon positif de f epsilon de epsilon est fini, si cette quantité-là est bornée, alors le problème est contrôlable à 0 à partir de la donnée Y0. Et c'est une condition nécessaire et suffisante. Donc c'est pareil, si vous regardez votre fonctionnel HUM pénalisé et que vous regardez la valeur de l'infimum de la fonctionnelle et que vous regardez ce qui se passe quand epsilon tend à 0, ça vous dit si oui ou non le problème que vous étiez en train d'étudier est contrôlable à 0 ou pas. Par ailleurs, la valeur de cet infimum, là, alors je l'ai appelé MY0 carré, j'ai mis un 2 ici, de sorte que la valeur du MY0 qui est là, en fait, c'est la norme du contrôle de norme L2 minimal. Alors,
plus exactement, qu'est-ce qu'on obtient? Dans le cas où cette quantité est finie, on obtient que le contrôle V epsilon, pour tout epsilon, est borné par ce M-là. Ça, c'est facile à démontrer. Et on obtient que la cible, la valeur à l'instant t de la solution, est contrôlée par la valeur de cette constante MY0 fois racine carrée de epsilon. Donc on obtient que la solution à l'instant t tend vers 0 comme racine carrée de epsilon. Par ailleurs, on peut démontrer que la valeur du MY0, là, c'est exactement la norme L2 du contrôle de norme L2 minimale. V0, ce qu'on appelle le hum control, c'est-à-dire l'unique contrôle à 0 de norme L2 minimale, qui existe puisque d'après ce théorème, si cette quantité est finie, le problème est contrôlable à 0. Par ailleurs, le V epsilon construit par la méthode HUM pénalisée converge vers le V0 unique contrôle à 0 de norme L2 minimale fortement dans L2 de 0T. Donc à partir de cette méthode HUM pénalisée, essentiellement, on peut comprendre comment les propriétés de contrôlabilité du système, et on peut obtenir le contrôle, l'unique contrôle à 0 de norme L2 minimale comme limite de ces contrôles approchés. Alors vous pouvez essayer de démontrer cette propriété, ce théorème en exercice. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cas où ce n'est pas contrôlable à 0? C'est intéressant. Alors il peut être utile d'introduire ce qu'on appelle les états adjoints non observables. C'est cet espace grand QF. C'est l'ensemble de tous les petits QF, tels que quand je résous le problème adjoint à partir de QF, vous voyez, c'est exponentielle moins ta étoile QF, j'applique le semi-groupe adjoint, et que j'applique l'opérateur d'observation B étoile, je dois trouver 0. Donc ce sont les modes que je ne peux pas voir à travers l'opérateur d'observation et la solution du problème adjoint. Alors en fait, ce qu'on peut démontrer, c'est que si vous partez de n'importe quelle donnée initiale, encore une fois sans hypothèse sur le problème, vous partez de n'importe quelle donnée initiale, vous construisez la suite de contrôle V epsilon par la méthode HUM pénalisée, vous regardez la cible LT V epsilon Y0, donc la solution à l'instant T du problème partant d'Y0 pour le contrôle V epsilon, et vous regardez ce qui se passe quand epsilon tend vers 0, et en fait ce qui se passe c'est que cette quantité converge toujours vers quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la projection orthogonale sur cet espace Q grand F de exponentielle moins ta y0, c'est-à-dire la solution de l'équation sans contrôle, solution libre. Vous partez d'y0, vous résolvez votre équation sans contrôle, ça vous donne, par la théorie des semi-groupes, cette quantité. Et cette quantité, vous la projetez sur QF, eh bien, c'est la limite des cibles obtenues par la méthode HUM pénalisée. Autrement dit, la méthode HUM pénalisée vous fournit toujours une cible qui converge vers quelque chose. Si ce quelque chose est nul, c'est que votre problème initial était contrôlable à 0, était approximativement contrôlable, pardon. Si ce quelque chose est non nul, eh bien, votre problème n'était pas approximativement contrôlable à partir de la donnée Y0. Et en plus, il vous fournit à la limite un élément de cet ensemble QF. C'est intéressant parce que cet ensemble QF, ce sont les éléments non contrôlables d'une certaine façon. Non observables, donc liés à la non-contrôlabilité du système. Alors, dans le cas auto-adjoint, on peut préciser un petit peu, la projection sur cet espace de la solution libre, c'est aussi l'image par le semi-groupe de la projection d'Y0 sur cet espace YT, là. Voilà. C'est pas très important. Et donc, on obtient que le système est approximativement contrôlable, si et seulement si Y0, la projection sur cet espace Y0 est nulle. Autrement dit, l'ensemble des données initiales qu'on peut approximativement contrôler, c'est l'orthogonale de cet espace. Donc, on peut complètement caractériser l'ensemble des données initiales qu'on peut contrôler à 0. Bon, je passe sur ça. Alors maintenant, on peut s'intéresser à est-ce qu'on a l'équivalent d'une inégalité d'observabilité. Donc ça, c'est sûrement quelque chose dont vous allez entendre parler dans le cours de Manolo. Vous allez aussi beaucoup entendre parler dans ce cours. C'est la propriété suivante. Donc d'abord, on peut démontrer que le système est approximativement contrôlable à partir d'une donnée Y0, si et seulement s'il vérifie ce qu'on appelle la propriété de continuation unique, que j'ai résumée ici, qui revient à dire, eh bien, c'est une reformulation de ce qui était avant. Si j'ai un état QF qui a
dont l'observation est nulle au long de la trajectoire adjointe, autrement dit si QF est dans l'espace grand QF là-haut, alors Y0 doit être orthogonal à la solution à l'instant T du système adjoint partant de QF. Et c'est une condition nécessaire et suffisante. Donc c'est ce qu'on appelle une propriété de continuation unique. Cette propriété de continuation unique s'avère en fait équivalente à une sorte d'inégalité d'observabilité que je formule de la façon suivante. Alors, formulée comme ça, elle a l'air inutile, et je commenterai là-dessus tout à l'heure. Cette propriété de continuation unique est équivalente à l'inégalité d'observabilité faible suivante. Je demande à ce que le produit scalaire entre la donnée initiale et la solution du problème adjoint partant de QF, soit contrôlé par une constante, un nombre, qui dépend de epsilon et de y0, fois l'intégrale en temps de l'observation, plus epsilon fois la norme de QF au carré. Alors évidemment, dit comme ça, vous voyez que la constante, je l'autorise à dépendre de epsilon, donc ce n'est pas une vraie inégalité d'observabilité. Une vraie inégalité d'observabilité, il faudrait ici une constante, disons, indépendante de epsilon. On verra ça tout à l'heure. Alors maintenant, est-ce qu'on peut lire, est-ce qu'on peut démontrer la contrôlabilité A0 à partir de ces considérations? La réponse est oui, et on peut démontrer que la contrôlabilité A0 pour le problème S partant d'Y0 est vraie si et seulement s'il existe une constante telle que cette quantité-là est contrôlée par la constante fois l'observation, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à t de B étoile, le semi-groupe adjoint QF, et ce pour tout QF. Par ailleurs, la meilleure constante qui apparaît dans cette inégalité, pour laquelle cette inégalité est vraie, c'est égal au coût du contrôle HUM. Alors, donc ça c'est vrai pour une donnée initiale. Et maintenant, si j'applique ça à toutes les données initiales, on peut démontrer une conséquence immédiate, c'est que le problème S de départ est contrôlable à 0 à partir de n'importe quelle donnée initiale, si et seulement si il existe une constante que j'appelle COPS, telle que l'inégalité suivante est vraie, et là vous retrouvez une inégalité d'observabilité, disons, plus usuelle, qui est celle probablement que Manolo aura donnée dans son cours, même si les notations ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, vous voyez que c'est la solution à l'instant 0 du problème adjoint. Alors, le problème adjoint part de l'instant t, il arrive à l'instant 0. Ça, c'est la solution à l'instant 0, contrôlée par la fameuse constante fois l'intégrale en temps de l'observation. C'est-à-dire la solution adjointe fois b, à laquelle j'ai appliqué b étoile au carré. Et si cette inégalité est vraie, eh bien, pour toute donnée initiale, le contrôle HUM, c'est-à-dire le meilleur contrôle à 0 pour la donnée initiale y0, vérifie cette estimation. Donc là, on retrouve le résultat, disons, habituel sur l'équivalence entre contrôlabilité à 0 et inégalité d'observabilité. Mais on l'a obtenu en étudiant la méthode HUM pénalisée. Alors maintenant, on va se dire, parce que je n'ai pas perdu de vue, qu'on va essayer de faire des choses dans le cadre discret. Et donc, je vous propose un petit jeu qui peut paraître un peu idiot, qui est le suivant. On va essayer de remettre en marche cette méthode HUM pénalisée, mais cette fois en se trompant d'une certaine façon sur la donnée initiale. Donc, plus exactement, je vais prendre, pour tout epsilon, je me prends une donnée initiale y0 epsilon, qui n'est pas nécessairement y0, de sorte que la famille y0 epsilon est bornée, et je demande cette convergence-là. Donc, je demande que la solution à l'instant t partant d'y0 epsilon converge vers la solution à l'instant t partant d'y0 quand epsilon tend vers 0. C'est une façon assez faible de dire que je veux qu'y0 epsilon converge vers y0. Alors maintenant, je prends ces données initiales et je les mets dans les fonctionnels. Donc vous voyez, je définis deux nouvelles fonctionnelles, c'est pour ça qu'il y a un tilde. Donc ce sont les mêmes qu'avant, à part que la donnée initiale y0 a été remplacée par la fausse donnée initiale y0 epsilon. Et donc, ces fonctionnelles-là, elles ont des minimiseurs comme avant. On peut faire toute la même analyse. Et donc, je vais appeler v epsilon tilde le minimiseur associé à f epsilon tilde. Et je me demande si les propriétés, les résultats qu'on a démontrés avant sont encore valables. Alors voilà ce qu'on peut montrer. D'abord, la caractérisation de la contrôlabilité approchée fonctionne encore. C'est-à-dire que le système S est approximativement contrôlable
à partir d'y0, si et seulement si la solution à l'instant t du système avec ce contrôle v epsilon pour la donnée y0 epsilon tend vers 0. Donc, du point de vue de la contrôlabilité approchée, on ne voit pas vraiment la différence. Ça ne change rien. D'avoir remplacé la vraie donnée initiale par une donnée initiale approchée, ça semble ne rien changer. Ensuite, on peut démontrer que si le sup en epsilon de l'infimum de f epsilon, ce que j'appelle l'énergie optimale, est fini, autrement dit, si l'énergie optimale est bornée quand epsilon tend vers 0, alors le problème S est contrôlable à 0 à partir de la donnée initiale y0. Donc dans ce sens-là, c'est pareil, on ne voit pas vraiment de différence avec avant. Là où il y a une petite différence avec avant, c'est si on veut démontrer la réciproque. Donc supposons qu'on sache que le système est contrôlable à 0 à partir de y0, est-il vrai que nécessairement on n'a que le sup en epsilon de l'énergie optimale est fini? Eh bien c'est vrai, mais à condition de rajouter une hypothèse ici que j'ai mise en bleu, qui est que, disons, on a une certaine estimation de l'erreur qu'on commet là. J'ai dit là-haut que exponentielle moins t y0 epsilon converge vers exponentielle moins t y0. Je n'ai pas dit à quelle vitesse. Eh bien, cette hypothèse bleue nous demande à ce que la convergence ait lieu en racine de epsilon, disons. Alors, si ça c'est vrai, et que le système était nul contrôlable à partir d'y0, alors on a bien que le suprémum en epsilon de l'infimum est fini. Donc, la valeur optimale de fonctionnel f epsilon tilde reste bornée quand epsilon tend vers 0. Vous voyez une petite subtilité. Donc qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit que manifestement il y a un lien entre d'un côté la valeur de epsilon, le paramètre de pénalisation, et de notre côté une certaine forme d'approximation qu'on met dans le système. Alors vous voyez, je rajoute ici une petite discussion. Donc c'est assez facile de trouver un exemple qui montre qu'il faut bien une condition supplémentaire dans ce cas-là. Par exemple, supposons qu'on ait un opérateur auto-adjoint, que l'espace des états adjoints non observables est non nul. Il y a un certain nombre de situations, c'est assez facile à trouver. Je prends un élément Z dans cet espace-là, qui existe donc, puisqu'il est non nul. Et je prends comme donnée initiale approchée epsilon puissance alpha fois ce Z. Alpha positif, et je vais le prendre plus petit qu'un demi. Vous voyez que ce y0 epsilon, c'est une approximation de 0. C'est quelque chose qui tend vers 0, comme epsilon puissance alpha. Donc je suis en train d'essayer de contrôler à 0 un système linéaire qui part de 0. C'est évidemment très facile à faire, il suffit de prendre le contrôle nul. Bon, et bien si, dans ma méthode HUM pénalisée, j'ai mis cette mauvaise donnée initiale qui n'est pas 0, mais qui est quand même quelque chose qui tend vers 0, vous prenez cette valeur-là, vous la mettez dans l'énergie, je vous laisse faire le calcul, vous allez voir que l'infimum de la fonctionnelle f epsilon associée, on peut le calculer complètement, c'est epsilon à la puissance 2 alpha moins 1 fois ça, et donc ça tend vers l'infini quand epsilon tend vers 0, si alpha est plus petit qu'un demi. Or, évidemment, y0 epsilon, lui, il tend vers 0, qui est une donnée initiale contrôlable à 0. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ça? On retient de ça que si le lien entre, d'un côté, le paramètre de pénalisation epsilon, et d'un autre côté, la qualité de l'approximation que j'ai introduite dans mon système en remplaçant la vraie donnée initiale par une fausse donnée initiale, vous voyez, j'ai remplacé 0 par epsilon puissance alpha avec alpha plus petit qu'un demi, eh bien, il peut se passer des choses assez désagréables, puisque quand epsilon va tendre vers 0, la solution du problème de contrôle, la solution de la méthode HUM pénalisée associée va exploser, alors qu'en fait, elle ne devrait pas, puisque on aimerait qu'elle ne le fasse pas, puisque le problème limite, lui, il est contrôlable à 0. Donc, ce que permet de voir ce petit calcul, c'est que dès lors qu'on va introduire de l'approximation quelque part, et c'est ce qu'on va faire tout de suite quand on va considérer des systèmes discrétisés, on va introduire de l'approximation, eh bien il va falloir que je vais avoir d'un côté un paramètre d'approximation, de l'autre côté un paramètre de pénalisation, il va falloir que ces deux paramètres soient liés. C'est ça la morale de cette histoire. Alors, pour aller encore un tout petit peu plus loin, vous voyez que si je suppose la condition qui était en bleu tout à l'heure, je reviens en arrière, celle-ci,
Donc, je suppose que ceci est vrai. Alors, on peut obtenir le résultat suivant. Le système de départ, donc celui pour la donnée initiale y0, est contrôlable à 0. Si et seulement si cette inégalité d'observabilité relaxée est vraie. Alors, vous voyez, qu'est-ce qui change? Dans la vraie inégalité d'observabilité, ici, on a y0 et on n'a pas ce terme. C'est y0 scalaire ceci, plus petit qu'une constante fois d'observation. Donc cette fois, j'autorise ce terme. J'autorise la donnée initiale à ne pas être égale à la donnée initiale, la vraie, c'est la donnée initiale approchée. Le prix à payer, c'est que je vais avoir un terme en plus d'inégalité d'observabilité. Donc évidemment, quand epsilon tend vers 0, ce terme, d'une certaine façon, tend vers 0. Mais, donc, ce qui est important de comprendre, c'est que à aucun moment, on ne supposera que le système S est contrôlable à 0 à partir de la donnée initiale y0 epsilon. C'est ça qui est fort. S'il n'y a pas ce terme-là, si ce terme ici n'y est pas, si l'inégalité est vraie sans ce terme, alors ça signifie que le système S est contrôlable à 0 à partir de la donnée initiale y0 epsilon pour tout epsilon, et donc en passant à la limite, ça va marcher. Mais il se peut très bien que le système S partant d'y0 epsilon ne soit pas contrôlable à 0, mais que par contre à la limite, il soit contrôlable à 0 en partant de la donnée y0. Donc c'est exactement l'intérêt de ce terme de relaxation, c'est qu'il est là pour tenir compte du fait qu'on fait une approximation sur la donnée initiale. Alors cette inégalité-là et c'est un si seulement si, donc c'est une condition nécessaire et suffisante. Donc ce type d'inégalité d'observabilité relaxée, c'est typiquement le genre d'inégalité qu'on va rencontrer quand on va s'intéresser au système discrétisé. Et c'est exactement ce que je vous propose de faire maintenant. Alors, après cette assez longue introduction sur la méthode HUM, essayons de voir ce qui se passe quand on discrétise. Alors, voilà le cadre que je propose. Donc là encore, le slide est assez grand, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va désormais travailler avec un système S indice H. S indice H, c'est donc une discrétisation du système S qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Pour l'instant, je ne précise pas qu'est-ce qu'on prend comme discrétisation. Disons, formellement, on a mis des H partout dans l'équation, et YH dorénavant habite dans un espace de dimension finie, donc ça peut être des différences finies, des éléments finis, etc. A indice H, ça va être un opérateur dans cet espace de dimension finie, autrement dit une grosse matrice, disons. B indice H, un opérateur linéaire qui va jouer le rôle de l'opérateur de contrôle, etc. Et donc, je prends les mêmes notations que tout à l'heure en rajoutant des H pour mentionner que maintenant il y a une discrétisation dans le système. Et donc maintenant, la question c'est, voilà, si je suppose que d'une certaine façon, la famille de données initiales Y0H sont des approximations d'une certaine donnée initiale Y0. Donc vous voyez que cette fois, je suis bien obligé d'avoir des données initiales approchées, puisque les espaces dans lesquels je travaille dépendent eux-mêmes du paramètre de discrétisation. À chaque maillage, j'associe un espace de discrétisation associé. Et tous les systèmes SH habitent dans des espaces différents, sont posés dans des espaces différents. Donc maintenant, étant donné Y0H, approximation en un certain sens d'Y0, est-ce que je peux déduire des choses sur la contrôlabilité du système S à partir de la contrôlabilité du système SH ou réciproquement? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ces systèmes SH sont des systèmes de dimension finie maintenant, ce sont des équations différentielles ordinaires une fois que j'ai discrétisé un espace. Et donc, c'est pas tant la question de savoir si ces systèmes-là sont contrôlables à 0 qui est intéressante, c'est aussi de savoir s'ils le sont de façon uniforme par rapport aux paramètres de discrétisation. Donc c'est une nouvelle question qui se pose. Alors, il se trouve que c'est pas si simple, et une façon de comprendre ça, c'est la chose suivante. C'est relié à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la méthode HUM pénalisée. Il peut arriver que même en partant d'un système S qui est contrôlable à 0, qu'on connaît bien, qu'on comprend bien, comme l'équation de la chaleur par exemple, eh bien, le fait de discrétiser rendre le système semi-discret non contrôlable. Donc c'est un exemple qui est dû à Cavian et Zouazua. Le voici, donc vous prenez un domaine carré, 0,1 croix 0,1, vous le discrétisez avec une grille uniforme cartésienne par des méthodes de différence finie. Un truc très très simple. Donc l'opérateur AH, ça devient le Laplacien à 5 points, le Laplacien discret traditionnel.
Et vous prenez, donc voilà le domaine, hein, et vous prenez un domaine de contrôle, un petit oméga qui est situé ici, là, sous la diagonale. Alors, je prétends qu'il existe un mode propre non observable. Donc, regardez, il va exister un psi h, mode propre de l'opérateur adjoint AH étoile. Alors, ici, AH est auto-adjoint, donc j'aurais pu enlever l'étoile, mais je préfère la laisser pour bien comprendre que c'est quand même au niveau de l'adjoint que ça se passe. Donc, il existe un mode propre du Laplacien discret qui annule l'observation. Il annule complètement. Et si ceci existe, alors, c'est assez facile de voir qu'il est forcément, il appartient à cet espace grand QF qu'on a défini tout à l'heure. J'ai rajouté l'indice H pour mentionner qu'on est dans le discrétisé. C'est-à-dire que quand je calcule l'état adjoint, la solution du problème adjoint en partant de ce psi H, étant donné que je suis un mode propre de AH étoile, eh bien ça c'est juste exponentielle moins T mu HT psi H. Et comme B étoile psi H est nul, ça fait 0. Donc un psi H qui vérifie ça, vérifie forcément ça. Et donc cet ensemble-là QFH est non réduit à 0. S'il est non réduit à 0, le problème SH n'est pas contrôlable. Une autre façon de le voir, c'est de dire que si vous prenez n'importe quel contrôle VN dissage dans votre problème SH avec ces notations-là, et que vous calculez que devient YH scalaire psi H au cours du temps, vous dérivez par rapport au temps, vous obtenez cette équation. Vous voyez que dans cette équation, le contrôle VH a complètement disparu. Il a disparu à cause de ça. Le fait que ce BH étoile psi H soit nul fait que, quand je prends le produit scalaire avec psi H de l'équation, la contribution du contrôle est nulle. Donc, moralité, vous avez ici une équation différentielle. La composante de YH selon psi H vérifie une équation différentielle linéaire dans laquelle le contrôle a disparu. Donc, vous voyez bien que la solution à l'instant T va vérifier cette égalité qui est là. Donc, la solution à l'instant T du système discret, scalaire psi H, vaut quelque chose qui ne dépend pas de T et qui ne dépend pas de VH et qui n'a aucune raison d'être nul a priori. Alors, ce mode psi H, c'est celui que j'ai dessiné là. Donc ça, c'est la grille de D. Les cases blanches, c'est 0. Ça vaut 0. Et puis, sur la diagonale principale, vous mettez 1, moins 1, 1, moins 1, 1, etc. Donc ça, on vérifie que c'est un mode propre du Laplacien 5 points. Et qui est un mode propre extrêmement particulier, puisqu'il est localisé sur la diagonale du domaine. Donc on voit que c'est un mode propre discret qui correspond à rien dans le monde continu. Le Laplacien n'a aucune fonction propre localisée sur la diagonale, très exactement sur la diagonale. Mais dès qu'on discrétise, apparaît ce genre de phénomène. Donc ça, c'était, disons, la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la valeur propre mu h dont il s'agit ici est très grande. Donc vous ferez le calcul. En fait, elle est en constante sur h carré. Donc, la conclusion, c'est qu'il existe des modes propres non observables. Le système, une fois discrétisé, n'est pas contrôlable. On part d'une EDP contrôlable, on la discrétise, elle devient une équation différentielle non contrôlable. Mais, la bonne nouvelle, c'est que la partie non contrôlable, c'est-à-dire ça, là, ce qui reste sur lequel on n'a aucune action avec le contrôle, c'est quand même très petit. C'est même exponentiellement petit, puisque c'est en exponentielle moins mu ht. Mu h, c'est la valeur propre non contrôlable, elle est en c sur h carré. Alors évidemment, il pourrait y en avoir d'autres, hein, c'est pas un théorème, mais ce qu'on observe, c'est que ce contre-exemple est très désagréable parce qu'il implique qu'on ne va pas réussir à démontrer la contrôlabilité des systèmes discrétisés, en tout cas pas tel quel. Mais par contre, il donne espoir puisqu'il nous dit quand même que la partie qui est éventuellement non contrôlable est très très dissipée très fortement, exponentiellement vite. Et donc on s'attend à avoir des choses non contrôlables à des termes exponentiellement petits près. Et c'est effectivement ce qu'on va démontrer par la suite dans un certain nombre de cas. Alors par parenthèse, c'est pas très grave non plus, puisque même en imaginant que le système de départ et le système discrétisé soient tous les deux contrôlables, c'est pas forcément une très bonne idée de calculer un contrôle à zéro du système discret pour obtenir une approximation du contrôle à zéro du système S. Je vais revenir là-dessus. C'est peut-être trop demandé, puisqu'après tout, SH est un système approché, donc de toute façon, la solution de SH est une solution approchée. Ça n'a peut-être pas grand sens d'arriver exactement à 0, alors qu'en fait, on aimerait juste avoir quelque chose qui s'approche de 0 quand h tend vers 0. Donc voilà, je vous laisse un exercice, le détail de ces petits calculs, tout est explicite. Là non plus, c'est pas très très difficile.
Alors voilà où on en est. On a donc maintenant un système discrétisé en espace S indice H. Et je vais essayer d'appliquer la méthode HUM pénalisée à ce système. Donc vous voyez que maintenant on a deux paramètres. Je vais zoomer sur ces fonctionnels. Donc vous avez le paramètre epsilon qui est le paramètre de pénalisation qui se retrouve ici et ici. Et puis vous avez le paramètre H qui est le paramètre de discrétisation. Donc non seulement les fonctionnels dépendent de paramètres, mais les espaces sur lesquels elles sont définies, ici et ici, eux-mêmes dépendent de H. Donc il y a du H un petit peu partout. Donc si on fixe H positif, à H fixé, on se retrouve avec des fonctionnels HUM pénalisés qu'on a étudiés tout à l'heure. On pourrait réutiliser tous les résultats. En particulier, ces deux fonctionnels ont des minimiseurs. Je vous rappelle que ces résultats étaient vrais sans aucune hypothèse sur le système. Donc ça, c'est bon. Et donc, on peut donner un nom au minimiseur de f epsilon h. On va l'appeler v epsilon h. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de faire tendre epsilon et h vers 0. Pourquoi on veut faire tendre epsilon et h vers 0? On veut faire tendre epsilon vers 0 parce qu'à la fin, on voudrait obtenir du contrôle à 0. Donc il faut que le paramètre de pénalisation tende vers 0. Et on veut faire tendre h vers 0 puisqu'on veut quand même approcher un contrôle du système de départ, de l'EDP. Donc il faut bien que le paramètre de discrétisation, le pas du maillage, tende vers 0. Donc il faut faire tendre ces deux paramètres vers 0, mais comme on l'a vu tout à l'heure sur le contre-exemple de Cavian, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Si on fait ça n'importe comment, ça ne va pas marcher, c'est ce que j'ai écrit ici dans les commentaires. Donc le commentaire numéro 1, c'est typiquement ce qui se passe dans le cas de contre-exemple précédent. L'espace QFH, l'espace des états adjoints non observables discrets, n'est pas réduit à 0, et dans ce cas, ce qui va se passer, c'est que à H fixé, la limite quand epsilon tend vers 0 de la cible peut ne pas être nulle. Donc si on fait d'abord tendre epsilon vers 0, on ne tombe pas sur 0. Bon. Alors le piège, c'est que malgré tout, si on fait ça, à H fixé encore une fois, les contrôles V epsilon sont bornés. V epsilon H à H fixé sont bornés quand epsilon tend vers 0. Mais on ne tend pas forcément vers 0. Donc la conclusion de toute cette histoire, c'est que epsilon et H doivent tendre vers 0 tous les deux, certes, mais il faut qu'ils soient d'une certaine façon reliés. On ne peut pas les faire tendre indépendamment vers 0, et donc il faut choisir epsilon en fonction de H. Alors c'est ça l'idée principale de ce qui va suivre, et donc il va falloir relaxer la notion de contrôlabilité à 0 et d'observabilité pour les systèmes discrétisés en reliant le paramètre de pénalisation au paramètre de discrétisation. Donc l'idée de base va être de choisir epsilon en fonction de H. Donc dans la suite, je vais me donner une fonction phi qui a H associé phi de H, une fonction positive et qui tend vers 0. Elle va servir de paramètre de pénalisation, disons adaptatif en fonction de H. Et maintenant, j'introduis une définition. Alors d'où elle vient cette définition? Elle vient de toute l'analyse que je vous ai faite sur la méthode HUM pénalisée il y a quelques minutes. On avait vu que sur un système non discrétisé, la contrôlabilité à 0 à partir d'une donnée initiale était équivalente à la borne, quand epsilon tend vers 0, de la valeur de l'infimum de f epsilon. Vous reprenez le slide correspondant. On a démontré ça. Et donc maintenant, je décide que ça devient la définition pour les systèmes discrétisés. Donc je me donne une famille de données initiales y0, alors grand y0. Grand y0, c'est une famille de données, alors oui, c'est un tout petit peu compliqué, puisque chaque donnée y0h appartient à un espace différent, potentiellement. Eh bien, on dit que la famille de problèmes SH est phi de h nul contrôlable à partir de cette famille de données initiales, si il existe un h0 suffisamment petit, tel que cet infimum-là, ce suprémum-là, soit fini. Autrement dit, pour toute valeur de h entre 0 et h0, je considère la fonctionnelle HUM pénalisée dans laquelle le paramètre de pénalisation a été choisi selon la règle que je me suis fixée, c'est-à-dire phi de h. H, c'est le paramètre de pénalisation. Je minimise cette fonctionnelle sur l'espace L2 de 0 TUH. Et la valeur de ce minimum, quand h tend vers 0, doit être borne. C'est ça que je demande. Et je vous ai rappelé ici la formule de f phi de h. Donc vous voyez que c'est formellement la même chose que tout à l'heure, à part que le paramètre de pénalisation epsilon, maintenant, est une fonction de h. Donc vous voyez, il y a du h un petit peu partout, y compris dans le paramètre de pénalisation. Alors, ce qu'on peut démontrer, c'est que si je prends une famille de données initiales grand Y0,
alors la phi de h nul contrôlabilité du système est vraie si et seulement si on a ces familles d'inégalités d'observabilité relaxées. Donc vous voyez, vous reprenez ce que j'ai écrit tout à l'heure sur HUM pénalisé avec une donnée initiale y0 epsilon, vous voyez que c'est très similaire. Donc j'avais tout à l'heure une donnée initiale qui dépendait du paramètre de pénalisation epsilon, donc là dépend du paramètre h. Là j'ai la solution du problème adjoint à l'instant 0, doit être contrôlée par une constante qui dépend de rien, fois l'observation, plus le terme de relaxation, qui est donc epsilon, epsilon ici c'est phi de h, fois la norme de l'état adjoint au carré. Pardon. Voilà, donc ça devient un théorème. Cette propriété de phi de h nu contrôlabilité est équivalente à cette inégalité d'observabilité relaxée. Par ailleurs, cette constante-là, la meilleure constante possible ici, c'est exactement celle qui est là. Ce sont les mêmes. Et de plus, cette constante-là, donc la meilleure, borne est une borne du contrôle V phi de HH. Donc celui-ci, c'est celui qui minimise la fonctionnelle f phi de HH. Et d'autre part, j'ai une estimation de la taille de la cible. Donc la taille de la cible, c'est-à-dire ce que j'obtiens quand je résous le système discrétisé en partant de la donnée initiale discrétisée et en prenant comme contrôle le contrôle qui minimise la fonctionnelle f phi de HH. Ce que j'obtiens à l'instant t, c'est de taille la constante fois racine de phi de h. Je vous rappelez tout à l'heure, on avait obtenu une estimation en racine de epsilon, où epsilon était le paramètre de pénalisation. Comme ici on a choisi epsilon qui vaut phi de h, eh bien sans surprise on retrouve un racine de phi de h. Donc, à partir de maintenant, si on est capable de produire des fonctions phi de h pour un problème donné, une discrétisation donnée, si on est capable de produire une fonction phi de h pour laquelle on sait démontrer ce type d'inégalité d'observabilité relaxée, eh bien, on saura que le contrôle obtenu en minimisant la fonctionnelle HUM pénalisée vérifie ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'il est borné uniformément en h, et il amène la solution à l'instant t à 0 comme racine de phi de h. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Donc pour l'instant, on n'a rien démontré. On a démontré des équivalences, il va falloir être capable de démontrer ce type d'inégalité d'observabilité. Voilà, alors si maintenant on fait comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on veut un résultat, disons, uniforme en les données initiales, voilà ce qu'on obtient. Supposons que cette inégalité d'observabilité relaxée est vraie. Vous voyez la différence, c'est qu'il n'y a plus la donnée initiale ici. Il y a juste la norme de l'état adjoint à l'instant 0, plus petit qu'une constante fois l'observation plus le terme de relaxation. Alors si ceci est vrai, alors pour toute famille de données initiales approchées qui est bornée, les problèmes associés, SH, sont phi de h nul contrôlable pour ces données initiales. Et de plus, le my0 qui est là-haut, est borné par la constante d'observation fois le max des normes. Donc, en résumé, si on est capable de trouver des fonctions phi de h, telles que, par exemple, ce type d'inégalité d'observabilité soit vrai sur notre problème discrétisé, alors on a les bonnes propriétés, c'est-à-dire qu'on est capable de construire des contrôles discrets bornés qui amènent la solution à l'instant t à 0 à une certaine vitesse. Alors, je vais parler un petit peu de considérations pratiques. Pour l'instant, tout ça est assez théorique et virtuel. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'on a dit, c'est qu'il suffit, entre guillemets, de savoir minimiser les fonctionnels f epsilon h pour un certain epsilon qui va valoir phi de h pour produire un contrôle qui aura des bonnes propriétés, pour peu qu'on sache démontrer les inégalités d'observabilité relaxées. Alors, par dualité, ça revient à minimiser la fonctionnelle duale j epsilon h. Je n'ai pas remis la formule ici, vous le retrouverez dans les slides précédents. Et cette fonctionnelle, elle est strictement convexe, quadratique, etc. Donc en fait, essentiellement, ça revient à trouver un zéro de son gradient, et il se trouve qu'on peut calculer son gradient. Donc voilà comment on calcule le gradient de la fonctionnelle duale. Alors c'est une formule un petit peu compliquée que je vais essayer d'expliquer. Donc le gradient de la fonctionnelle duale à un certain point QHF, il a trois contributions.
Bon, la plus facile, c'est celle-ci, c'est la contribution liée au terme de pénalisation. Dans la fonctionnelle, c'est epsilon sur 2 QH carré, donc dans le gradient, il contribue comme epsilon Q, sans surprise. Il y a un autre terme qui est très facile, qui dépend de rien, en tout cas pas de Q, c'est le terme constant, c'est la solution libre à l'instant T. C'est la solution quand on ne met pas de contrôle. C'est la solution du système discret, partant de la donnée initiale discrétisée à l'instant T. Voilà. Donc celui-là, on le calcule une fois pour toutes. Donc ça, c'est le terme facile. Et il reste le terme principal. Alors ce terme, il a un nom, il s'appelle l'opérateur qui a QHF associe ce terme à un nom, c'est un opérateur linéaire qui s'appelle le gramien. On va l'appeler lambda H. Je vais essayer de vous expliquer comment c'est calculé. Alors d'abord, vous pouvez faire ce petit calcul en exercice. Ça, c'est pas compliqué. Voilà comment on fait pour calculer le gramien. Cette chose-là. Alors, donc je me donne un QHF et je veux calculer lambda H QHF, donc cet objet. Comment ça marche en pratique? Eh bien, je pars d'un QHF à l'instant T, ici. Je résous l'équation adjointe qui est ici. Donc c'est une équation qui est en temps rétrograde. On part de grand T et on résout l'équation en remontant le temps jusqu'à T égale à 0. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, donc je dispose d'un QH de T pour tout T. J'applique l'opérateur d'observation, BH étoile. C'est l'adjoint de l'opérateur de contrôle. Je l'applique à chaque instant T. Ça me donne un BH étoile QH de T. Et muni de ce BH étoile QH de T, je le mets comme contrôle ici dans l'équation elle-même. Le voilà, BH étoile QH. Et donc, concrètement, je pars de la donnée initiale y h de 0 égale à 0. Je résous le problème direct dtyh plus ahyh égale bh de ce contrôle calculé à partir du qh ici et du bh étoile. Et enfin, ce que j'obtiens à l'instant t, eh bien, c'est exactement lambda h qh. Donc ce diagramme résume la formule qui est là. Vous voyez que je pars de QHF, je résous le problème adjoint, j'applique BH et je résous le problème direct avec ce contrôle et la donnée initiale. Donc cette grosse formule, c'est très exactement ce diagramme. Alors il est important de bien comprendre ce diagramme parce que d'un point de vue pratique, dans les TP, c'est ça qu'on codera. On codera cet opérateur grand lambda en trois étapes. Résolution de l'adjoint, application de l'opérateur d'observation, résolution du problème direct. Donc ça fait cette espèce de boucle qui sera à la base de la méthode de calcul. Alors une fois qu'on a cet opérateur lambda h, qu'est-ce qu'on résout? Eh bien, donc ce qu'on doit résoudre, c'est gradient égale 0. Donc on doit résoudre lambda h QH plus epsilon QH plus quelque chose qui est fixé égale 0. Autrement dit, on obtient une équation linéaire comme ça. On doit trouver le QHF qui résout lambda h plus epsilon QH égale une donnée. Donc essentiellement, il faut inverser l'opérateur lambda h plus epsilon. Et epsilon sera une fonction de h, ce sera phi de h. Donc le lambda h qui est là est un opérateur symétrique positif, puisqu'on lui rajoute un epsilon d'identité, lambda h plus epsilon d'identité est symétrique défini positif. Et donc à ce titre, il est pertinent d'essayer d'utiliser une méthode de gradient conjugué. C'est une façon de faire, c'est celle qu'on fera en TP à la fin. Donc à la fin, il faut construire cet opérateur-là et résoudre cette équation-là par gradient conjugué. Et une fois qu'on a le Q, on retrouve le contrôle en calculant ceci. Ceci sera le contrôle obtenu à la fin. Quelques mots sur le conditionnement. Donc il est assez facile de voir ces estimés là, que lambda plus epsilon q est contrôlé par une constante fois plus epsilon fois q. Donc autrement dit, cet opérateur là est borné par en dessus. Et par en dessous, le mieux qu'on puisse faire, c'est le minorer par epsilon. Et c'est essentiellement optimal. Donc en fait, le conditionnement de cet opérateur, qui est le rapport entre cette constante et celle-ci, il est en 1 sur epsilon. Donc la morale de cette histoire, c'est que plus je vais prendre epsilon petit, plus le conditionnement sera mauvais, plus la résolution du système linéaire associé sera compliquée, autrement dit, plus le nombre d'itérations du gradient conjugué va augmenter. Et c'est pas vrai. Donc
c'est pas très souhaitable, il faut faire attention à ne pas prendre epsilon trop petit. Donc ça, c'est une question. Alors voilà, c'est ce que je résume ici. Donc, comment choisir phi de h? C'est ça la question. Je vais essayer de donner quelques critères. Alors d'abord, il ne faut pas qu'il soit trop petit, parce que si je prends phi de h beaucoup trop petit, je vais avoir un conditionnement très mauvais, et donc ça va être assez compliqué à résoudre. D'un autre côté, on aimerait le prendre assez petit, parce que on sait qu'une fois qu'on a résolu le problème, la solution à l'instant grand t du système discrétisé obtenu sera en racine carrée de phi de h. Donc si je veux avoir une bonne approximation, j'ai envie que ce phi de h soit suffisamment petit. Alors en fait, vous voyez que c'est pas utile qu'il soit trop petit. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'YH, c'est quand même la solution d'un système discrétisé. Et à ce titre, c'est une approximation de la solution exacte de l'EDP à une certaine erreur près, qui est l'erreur de discrétisation naturelle du schéma. Donc vous voyez que ça n'a pas de sens d'essayer d'atteindre quelque chose proche de 0 à une précision très élevée, alors même que le YH lui-même, on sait très bien que c'est une approximation de la solution exacte à une certaine précision qui est peut-être beaucoup moins élevée. Donc en fait, une façon de comprendre ça, c'est de se dire une bonne idée raisonnable, serait de prendre phi de h comme h à la puissance 2p, où p c'est l'ordre de la méthode numérique. Pourquoi 2? Eh bien parce qu'ici j'ai une racine carrée. Donc si je prends un phi de h comme h2p, je vais ici me retrouver avec une cible à l'instant final qui est de l'ordre h puissance p. Et donc si h puissance p c'est l'ordre de la méthode, eh bien je suis en train d'essayer d'approcher 0 avec une précision équivalente à la précision de la méthode numérique, ce qui est assez raisonnable. Donc, quelques remarques. Prendre epsilon égale à 0, c'est en général pas possible. On a vu par exemple le contre-exemple de Cavian qui dit que si epsilon égale à 0, l'opérateur lambda h plus 0 n'est pas inversible. C'est exactement ça que ça dit. Donc ça sert à rien, c'est même pas possible. Et prendre epsilon beaucoup plus petit que h puissance 2p, comme quelque chose d'exponentiel, exponentiellement petit, c'est inutile. Ça va coûter très cher d'un point de vue computationnel, et à la fin on n'aura pas un contrôle bien plus précis. Alors pourtant on verra que dans les théorèmes qu'on va démontrer, on montrera qu'on pourrait prendre des phi exponentiellement petits, mais encore une fois, c'est pas forcément une bonne idée. Alors, je vais finir cette partie en vous montrant un petit exemple tout bête, mais qui illustre assez bien, je pense, le propos. Donc, je prends comme équation parabolique un cas extrêmement simple où l'espace d'état c'est R. L'opérateur elliptique, c'est juste la multiplication par un nombre positif. Autrement dit, je suis en train de faire une équation différentielle ordinaire en dimension 1. Voilà le système parabolique en un certain sens. C'est y' plus lambda y égale v, y de 0 égale 1, y est scalaire, v est scalaire. Qu'est-ce que c'est mon système approché? C'est juste le même, dans lequel j'ai commis une erreur sur la valeur propre. Au lieu de lambda, c'est lambda plus delta h. Donc ça me fournit une famille de systèmes approchés, avec un delta h qui tend vers 0. C'est tout bête. Alors, eh bien là, on peut faire les calculs tout à fait explicites. On peut introduire des gramiens. C'est des gros mots. Hein. Lambda h, c'est une matrice 1,1, quoi. C'est un nombre, dans cet exemple. Mais on peut le calculer explicitement. Donc, on obtient ça. Ça, c'est le gramien de l'opérateur associé à l'opérateur discret, disons, approché. Et ça, c'est le gramien de l'opérateur continu. Bon, on peut faire tous les calculs. Donc maintenant, on calcule explicitement le contrôle semi-discret, pénalisé, correspondant à ce problème-là. Donc c'est là le contrôle obtenu en appliquant la méthode HUM pénalisée à ce problème-là. C'est V epsilon H, le voilà. On calcule à la main. Et puis on peut aussi calculer le contrôle HUM optimal pour le système de départ. C'est celui-ci. Tout ça se fait à la main. Ok? Alors vous voyez que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ici on a ce terme en epsilon, lambda plus delta h. Donc delta h, c'est l'erreur que j'ai commise sur la valeur propre, et le epsilon, qui est le epsilon de la pénalisation. Alors maintenant, on peut faire une estimation d'erreur. On peut prendre ce V epsilon h, les soustraire et regarder ce qu'on trouve. Eh bien, on fait le calcul. Ce qu'on trouve, c'est une certaine constante
fois deux erreurs. Une erreur liée à delta H, qui est l'erreur de l'approximation que j'ai commise au départ, et une erreur liée à epsilon. Et on peut aussi prendre le V epsilon H ici, et le mettre dans le système S, dans le vrai système. Si je fais ça, qu'est-ce que j'obtiens comme valeur à l'instant T? J'obtiens une valeur qui est petite, mais qui est petite comment? Qui est petite comme un premier terme en delta H et un deuxième terme en epsilon. Donc vous voyez bien qu'ici, dans ce cas précis, qui est extrêmement simple, mon intérêt, c'est de prendre epsilon du même ordre que delta H. Prendre epsilon beaucoup plus petit ne me fait rien gagner. Ça va rapetisser ce terme-là et ce terme-là, certes, mais j'aurai quand même devant des termes d'erreur en delta H. Donc prendre epsilon beaucoup plus petit que delta H ne va me causer que des ennuis. Ça va compliquer la résolution du système sans me faire gagner en qualité d'approximation. En revanche, si je le prends beaucoup plus gros que delta H, là, je suis insuffisamment précis. Je vais avoir une erreur liée à la pénalisation beaucoup plus grande que l'erreur liée à l'approximation de départ. Donc, dans ce cas précis, on voit que le choix optimal, disons, serait de prendre epsilon du même ordre que l'erreur sur la valeur propre. D'accord? Donc, tous ces petits calculs peuvent être faits à la main. Je vous les propose en exercice. C'est une façon de voir si vous avez compris tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et je pense que je vais m'arrêter là pour la première partie.